Mon multivers, tome 7, Le Bog. Écrit par Samuel Montesanti, lu par Melvaux. Chapitre 1, L'univers θ. Pendant des siècles, les humains n'ont poursuivi qu'un seul objectif, améliorer leur technologie. Ils ne cherchaient au départ qu'à rendre leur vie quotidienne plus favorable, plus facile, et donner un accès rapide à tout ce dont ils avaient besoin, sans forcer, sans se fatiguer. On peut par exemple parler du rouleau de gramophone, qui par évolution s'est transformé en disque micro-sillon, puis en cassette audio, puis en disque compact. Cette évolution techno-industrielle stimule également la tendance spontanée et la satisfaction naturelle qu'ont les êtres humains à consommer. Dans presque tous les univers où l'humanité a persisté sur Terre, ces derniers ont tous cherché à évoluer. Ils ont tous cherché à dépasser leurs limites, et pour ce faire, ils sont devenus rapidement dépendants de la technologie qu'ils avaient eux-mêmes créée. Mais dans l'univers θ, les humains misaient tout sur la technologie informatique. Beaucoup d'êtres surdoués se tournaient naturellement vers cette science qui, sur le long terme, allait leur permettre de supprimer toutes les barrières imposées par les lois de la nature. Ils étaient persuadés que la réponse était cachée dans le monde digital qu'ils avaient fabriqué de toutes pièces. Depuis la mise en place des calculateurs numériques à programmes enregistrés en mémoire jusqu'au premier serveur web dans les années 1990, en passant par les cartes perforées et le langage Fortran, l'évolution avançait rapidement et promettait un futur radieux. Alors que les systèmes d'exploitation s'enchaînaient au rythme d'un par an, les algorithmes s'accumulaient également, présentant de nouvelles façons d'utiliser cette technologie révolutionnaire. Les calculs frénétiques des ordinateurs passionnaient les humains qui les utilisaient, et ce, sans se poser de limites. Ils étaient persuadés qu'ils avaient tout sous contrôle. Mais c'est un des nombreux défauts des êtres humains. Vouloir tout contrôler. Chapitre 2, Le Bog. Tout le système informatique était parfaitement automatisé. Les algorithmes de tri interne en exécution permettaient une transmission fluide des données digitales afin de les faire passer dans tous les réseaux du monde. Les gouvernements s'étaient accordés pour que le réseau soit géré par un groupuscule d'informaticiens spécialisés dans les sciences du digital. Une particularité se situait dans le code digital des données chiffrées pour les dates, des mois et des années. Afin de faciliter la transition entre les dates, un algorithme avait été mis en place pour automatiser le passage entre les chiffres. Tout simplement, les dates s'enchaînaient, les années aussi. Sachant que ce système avait été mis en place dans les années 1950, les informaticiens en charge de ce programme avaient prévu que les chiffres s'enchaînaient sans interruption. Ils avaient programmé une suite de nombres de manière automatique et avaient négligé un détail. Dans leur hâte à conquérir le savoir digital, ils avaient oublié de programmer et concevoir matériellement ces ordinateurs et algorithmes pour passer à l'an 2000. C'était une erreur mathématique que personne n'avait remarquée, car ils avaient automatisé le système. Beaucoup de personnes s'étaient inquiétées à ce sujet et avaient proposé de revisiter les programmes afin de vérifier si le souci existait, mais ils furent ignorés. Sauf que le 31 décembre 1999 à 22h50, un des employés d'une des plus grandes compagnies informatiques du monde décida de jeter un coup d'œil, juste au cas où. « Norbert, t'es sérieux ? Tu vas vraiment vérifier le code source ? Écoute, je sais que ça peut paraître ridicule, mais c'est ma curiosité scientifique qui parle. Et tu n'es même pas un scientifique, tu es un informaticien. C'est pas la même chose. Et techniquement, si. Bon écoute, c'est déjà déprimant qu'on soit bloqué au boulot le soir de Nouvel An. Lâche l'ordinateur et viens boire un coup avec nous en bas. Oui, donne-moi 2 minutes, ça va être rapide. Je te rejoins en bas. Après avoir lâché un long soupir d'agacement, le collègue de Norbert quitta la salle de travail. Norbert reprit ses recherches sur son clavier multicolore, déterminé à en finir rapidement pour aller rejoindre ses collègues en bas et se détendre pour la fin de l'année.
il lança le tout dernier programme de tri interne afin de vérifier le code source qui permet de gérer les dates. Pendant qu'il faisait ses recherches, il se rappela l'histoire de Peter de Jaeger, un ingénieur canadien de chez IBM qui avait essayé de sensibiliser les entreprises d'informatique à ce potentiel problème en tentant de créer un véritable mouvement, surtout sur les forums qui jonchaient Internet. Ce dernier fut rapidement mis à l'écart et étiqueté comme complotiste. L'histoire était drôle aux yeux de Norbert, mais il ne pouvait s'empêcher d'être curieux, car Peter avait soulevé des détails véritables concernant l'infrastructure interne des ordinateurs. C'est complètement stupide. Je vérifie par curiosité, mais je suis sûr qu'il n'y a rien. Et même si c'était le cas, c'est pas 10 minutes avant le passage à l'an 2000 qu'on va pouvoir faire quelque chose. Changer un système informatique qui impacte le monde entier prendrait des années à être mis en place. De toute manière, en théorie, si cela s'avérait être le cas, je ne pense pas que cela serait si grave. Ne sous-estime pas la puissance digitale, Norbert. Norbert se retourna en sursaut. Il vit sa collègue et amoureuse, Natacha, qui avançait doucement vers lui. « Tu m'as fait peur. Je ne t'ai pas entendu entrer. » La porte était ouverte. Ah oui, Jacques a dû la laisser ouverte en pensant que je le suivrais. Natacha s'assit sur le bureau, tout près de Norbert, face à lui. Elle était bien habillée, pétillante, et son sourire ferait craquer n'importe quel homme. « Tu devrais nous rejoindre, il va bientôt être l'heure. Tu me manques. Tu me manques aussi, ma chérie, mais j'en ai pour une petite minute. Je suis presque au bout du code source. Tu sais, quand je disais qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance digitale, je faisais allusion aux répercussions de ce fameux « bug de l'an 2000 ». Oh mon Dieu, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Je me souviens en avoir entendu vaguement parler, mais je pensais que c'était une blague. Ils prennent ça très au sérieux. Ils estiment que ce bug pourrait causer de sérieux dommages, que ce soit la destruction physique des ordinateurs, la surcharge des serveurs, l'arrêt de tout système d'horloge dans les grandes surfaces comme les aéroports, les bases militaires ou les centres nucléaires. C'est quand même exagéré, et au pire, on pourrait juste tout remettre à la bonne heure. Ça prendrait du temps, certes, mais ça serait faisable. Mais tu sais, ce monde digital que nous autres humains avons créé est tout de même puissant dans sa constitution. Bon, t'essayes de me faire flipper ou quoi? Allez, tu sais rire, non? C'était une blague, je crois pas à toutes ces conneries. Ouais. Alors que Natacha continuait de rire, Norbert s'arrêta un instant. Il venait de remarquer quelque chose. Oula, qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre, mais il y a une différence dans les lignes du code ici. Ce n'est pas censé être comme ça. C'est-à-dire? Tu vois ce paragraphe? Le programme est constitué d'un algorithme qui génère automatiquement les données nécessaires pour passer les heures, les minutes, les jours, etc. Oui, je sais, j'ai bossé sur la dernière version du programme. Eh bien, tu peux voir sur cette ligne que l'ensemble des sous-systèmes affectés par cet algorithme comporte un effectif à 4 chiffres. Oui, parce que le chiffre d'une année est composé de 4 chiffres. Exact. Sauf que sur cette ligne, il n'y en a que 2. Attends, que 2? En fait, pour être précis, il manque les 2 chiffres 19 correspondant au siècle. Donc ça veut dire que quand minuit sonnera, le sous-système va penser que nous sommes en 1900, alors que cette date est déjà passée. Natacha paniqua presque instantanément. Elle connaissait le programme et le système et savait que les conséquences de cette erreur informatique allaient causer de graves dégâts. « Oh merde! 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 C'est pas bon du tout! Je pensais pas que c'était vrai. Comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ça? Norbert, on est foutus. Ça va être un véritable carnage dans le monde entier. Absolument tout va être déréglé. » Natacha, calme-toi. On vient d'en parler. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Tous les équipements électroniques et informatiques du monde sautent et partent en fumée? Ah. Ne me dis pas que tu n'y avais pas pensé. Tu te rends compte des conséquences? Est-ce que tu peux imaginer tout l'argent qu'il va falloir dépenser pour tout réparer et remettre les systèmes en marche? Purée, Natacha, tu exagères là. On dirait que tu parles de la fin du monde. On n'en sera pas loin. Ça va être une anarchie totale. Et on peut rien faire. C'est trop tard. Natacha tournait en rond dans la pièce. Norbert ne l'avait jamais vue comme ça. Mais après une analyse de la situation, il ne lui restait qu'une chose à faire. Il attrapa sa compagne et l'embrassa avec passion. Cette dernière se calma immédiatement. « Coquin, va.
tu sais toujours comment me calmer, hein? Et disons que si on ne peut rien faire, alors ça ne sert à rien de se prendre la tête. Profitons du moment. Tu as raison. Tu veux qu'on regarde Internet s'effondrer? Avec plaisir. Mais pas de trop près. Je ne voudrais pas que l'écran explose et abîme ton magnifique visage. T'es con. Les deux tourtereaux s'enlacèrent et se mirent à bonne distance de l'ordinateur de Norbert. Ils regardèrent l'heure dans le coin inférieur droit de l'écran, ne réalisant pas qu'il ne restait que quelques secondes avant qu'ils ne découvrent la véritable nature du monde digital qu'ils avaient aidé à concevoir. Et au moment précis du passage à la nouvelle année, comme prévu, le système fut victime d'un bug et afficha 1900 au lieu de 2000. Alors que les cris des collègues résonnèrent dans la pièce, les premiers feux d'artifice éclairèrent la baie vitrée du grand bureau en open space où étaient situés les amoureux. Mais ces bruitages d'ambiance ne durèrent que quelques secondes. Sans possibilité de réaction, quelque chose de totalement imprévu arriva. Une lumière vive commença à surgir de tous les éléments informatiques de la pièce. Elle aveugla Norbert et Natacha, et alors qu'ils étaient submergés par cette lumière, les cris de joie se changèrent en cris de terreur. La terre entière fut engouffrée dans une lumière plus vive que celle du soleil. Tous les appareils électroniques se surchargèrent, et après un long moment, toute cette énergie se relâcha dans une gigantesque explosion qui fit vibrer la planète entière. Cette explosion était particulière. Ce n'était pas une explosion d'une grenade ou d'une bombe ou d'une bonbonne de gaz. C'était une explosion digitale. En l'espace d'une fraction de seconde, le système informatique global tenta de réparer par lui-même l'erreur technique de l'algorithme, mais les interminables calculs firent surcharger la mémoire interne. Et par un effet inexplicable, toute cette mémoire fut éjectée du système dans le monde réel, déversant le flot infini d'informations contenues dans ce réseau gigantesque sur le monde. C'était un tsunami digital qui ne pouvait pas être arrêté et qui traversa absolument tout. Tous les humains de la Terre furent instantanément affectés par cette vague informatique. Ces informations, cherchant un endroit où se stocker, pénétrèrent instinctivement tous les cerveaux humains, comme si les données digitales avaient une conscience. Mais l'afflux de données était beaucoup trop important. Avec les développements de l'Internet et les sites de référencement, ainsi que les bibliothèques virtuelles et les serveurs de calcul internes, il y avait un afflux massif de données. Et malheureusement, le cerveau humain n'est pas naturellement conçu pour emmagasiner autant d'informations, surtout en une fraction de seconde. Mais la sélection naturelle fait bien les choses. En l'an 2000, la population mondiale est d'environ 6 milliards d'êtres humains. Lorsque le bug a lieu, la surcharge neuronale en tue la moitié. Ces victimes n'avaient pas la capacité mentale pour stocker toutes ces informations et les assimiler. Le système nerveux de ces derniers s'est simplement éteint, et le cerveau a suivi de près. La vague détruisit également tous les éléments électroniques et informatiques du monde. Les avions tombèrent du ciel, les sous-marins coulèrent au fond des océans. Toutes les lumières s'éteignirent, plongeant la partie du monde encore dans la nuit, dans l'obscurité la plus totale. Un véritable carnage eut lieu sur les routes, dans les rues des petites villes et même en campagne. C'était un scénario véritablement apocalyptique qui venait d'avoir lieu. La fin du monde était là. Mais qu'en était-il de la moitié survivante ? Ces humains parvinrent à assimiler toutes les données informatiques, les technologies, les algorithmes et les informations, vigorifiant leur cerveau à des niveaux jusque-là encore inatteignables. Ils devinrent extrêmement intelligents et réalisèrent en un instant ce qui venait de se passer. Cette intelligence démesurée avait gonflé leur capacité cognitive au niveau maximal. Dans chaque région du monde où il y avait des survivants, ceux-ci analysèrent parfaitement la situation et leur réaction était quasi unanime. Il était inutile pour eux de se morfondre sur la perte colossale qu'ils venaient de subir. Il était possible pour eux de tout réparer très rapidement et reconstruire leur monde de la meilleure manière possible en apprenant de leurs erreurs. Mais il y avait un petit détail qu'aucun d'entre eux n'avait pris en compte. La vague informatique qui balaya le monde s'étendit également dans l'espace à une vitesse vertigineuse. À ce moment-là, une chose incroyable se produisit.
Cette masse de données digitales traversa la fabrique de la réalité elle-même et disparut dans les méandres quantiques de l'univers. Bien évidemment, les humains de la Terre ne le savaient pas, car tout était arrivé à l'instant T, en une fraction de seconde. Mais les répercussions de cet événement auraient lieu bien plus tard. Les humains avaient désormais un seul objectif: reconstruire leur planète, fêlée, blessée, meurtrie, et dépourvue d'un grand nombre de ses habitants. C'était tout de même un vent de fraîcheur pour la faune, qui pouvait respirer un peu plus. Une des préoccupations mondiales était l'éventuelle surpopulation par les humains, mais ce n'était désormais plus un problème. En parallèle à ce besoin instinctif et primordial de tout reconstruire, les humains allaient également chercher à dépasser leurs limites une nouvelle fois, et en profiter pour résoudre tous les gros problèmes que la planète avait connus ou pourrait connaître dans le futur. Un avenir radieux les attendait, un avenir qui allait naître des cendres d'un monde fracturé. Chapitre 3 – Reconstruction. Le 3 janvier 2000, une assemblée eut lieu en urgence à New York. La situation était très particulière, car il n'y avait absolument plus aucun moyen de communication disponible pour que les différents pays puissent s'organiser entre eux. Mais ils avaient tous compris ce détail, et savaient qu'une seule assemblée était nécessaire. C'était un peu comme si tous les humains étaient connectés entre eux par une énergie digitale invisible. Alors, le reste du monde allait patienter, afin de découvrir la solution proposée par l'Assemblée de New York. 17 personnes se réunirent dans les débris du Pentagone et s'installèrent autour d'une table de fortune, créée avec ce qu'il restait des murs et du plafond. « Bienvenue, chers compatriotes. Je me nomme John Wilson, et je me permets d'être le premier à prendre la parole afin d'assumer le rôle de dirigeant de cette assemblée. » Les 16 autres membres acquiescèrent d'un hochement de tête. 2 jours ont passé depuis le bug de l'an 2000. Une erreur monumentale qu'aucun d'entre nous n'a su prédire à temps. Mais comme nous l'avons tous réalisé, cette catastrophe nous a offert une opportunité unique, celle de tout recommencer à zéro, en évitant les erreurs du passé. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons reconstruire ce que nous avons perdu, de manière plus efficace, plus rapide, plus sûre. Nous avons déjà tous pensé à un moyen de reproduction plus rapide, afin de redonner un souffle nouveau à l'humanité. Nous avons déjà tous pensé à de nouvelles manières de reconstruire tous les bâtiments perdus. Nous avons déjà pensé à la manière de recréer un système informatique sans le moindre défaut, qui ne pourra faire qu'une seule chose, aider l'humanité à s'épanouir. Le reste du monde sait déjà ce qu'il faut faire. Nous sommes simplement ici pour créer un centre de communication. Nous avons estimé les premières avancées pour la fin du mois de mars. Alors, il est désormais inutile de perdre plus de temps à discuter ici. Mettons-nous en marche vers le renouveau de notre peuple. Le discours était puissant, mais tout le monde le connaissait déjà. Ils y avaient déjà tous pensé. Il fallait simplement que quelqu'un prenne la parole pour officialiser la chose. Le monde entier allait se soulever pour mettre en place la même idéologie. En moins d'1 semaine, les reconstructions avaient démarré un peu partout dans le monde. Les humains avaient divisé leurs travaux en fonction des secteurs. Un groupe s'occupait de la mise en place d'un nouveau système informatique, plus performant que l'ancien et surtout, libre de tout bug ou imperfection dans les calculs et autres algorithmes. Ils nommèrent cette nouvelle approche l'interface. Plus rapide, plus ergonomique, l'interface avait une particularité importante par rapport à l'Internet. Une connectique neuronale qui permettait aux humains de rester en contact permanent. Cette option se réservait principalement à tous les dirigeants gouvernementaux, ainsi que les différents groupes d'intervention pour la reconstruction. Cette connectique permettait une meilleure organisation et accéléra drastiquement la reconstruction globale. Un autre groupe s'occupait du nettoyage de tous les océans et mers du monde. En quelques mois, des centaines de machines spéciales furent déployées dans les eaux mondiales afin de les purifier d'une part et d'une autre part de les nettoyer de tout déchet bloqué au fond. Cette mission fut très longue, car la surface globale des océans était très grande.
Et c'était aussi à ce moment-là que les chercheurs firent de multiples trouvailles dans les profondeurs océaniques. Des dizaines et des dizaines de nouvelles espèces animales furent découvertes, parfois agressives. Mais le nettoyage des océans allait permettre à plusieurs espèces en voie d'extinction de perdurer dans le temps et de se reproduire, et même permettre à d'anciennes espèces de réapparaître. Un autre groupe avait pris en charge la création d'un vaste système de satellites afin de créer une défense spatiale efficace. Avec une intelligence aussi poussée, les humains étaient devenus quelque peu parano et avaient décidé de ne prendre aucun risque. En 2000, il n'y avait encore aucune preuve de l'existence d'une vie extraterrestre, mais les humains de la Terre en étaient persuadés. À leurs yeux, c'était primordial de mettre en place une défense efficace afin d'éviter toute surprise. Le réseau de satellites allait créer un anneau connecté tout autour de la Terre utilisant les lentilles de vue du télescope Hubble afin de voir très loin dans l'espace. Le groupe qui s'occupait des ressources globales, comme la nourriture ou les éléments nécessaires pour les différentes constructions, avait trouvé un moyen d'optimiser les récoltes, les minages, ainsi que le développement des infrastructures s'y rapportant. En l'espace de 2 ans et demi, il n'y avait plus de famine sur Terre. Tout le monde mangeait à sa faim. Il n'y avait aucun gaspillage de nourriture, et la santé globale s'était grandement améliorée. En conséquence, beaucoup de maladies disparurent, et les compagnies pharmaceutiques eurent beaucoup plus de facilité à créer des remèdes efficaces pour la plupart des pandémies connues. La médecine fit un bond magistral en avant, réglant presque intégralement les problèmes des cancers, allant même jusqu'à créer des codes génétiques pouvant empêcher les malformations de naissance. Mais le progrès le plus important fut au niveau scientifique. Avec l'intelligence combinée de tous les humains, ces derniers avaient réussi à confirmer toutes les théories jusque-là impossibles, que ce soit le paradoxe de l'information, la théorie de Kaluza-Klein, l'inflation cosmique, la flèche du temps ou la constante cosmologique. L'univers n'avait plus aucun secret pour les humains. Ils avaient confirmé l'existence du multivers ainsi que la possibilité de modifier le temps. Mais au lieu d'utiliser leurs facultés et leur création pour tempérer avec le flot spatio-temporel, ils ont préféré créer des systèmes de détection quantique pour surveiller les autres mondes. Le système était limité, mais ils pouvaient désormais savoir à l'avance si quelqu'un allait jouer avec le flot du temps ou tenter de s'infiltrer dans leur monde. Ce système leur permettait également de faire des prédictions quant aux événements pouvant avoir lieu dans les mondes annexes, ou le leur. Ceci impliquait une préparation quasi impeccable. Leurs prédictions étaient rarement dangereuses, car elles se limitaient à de nouvelles apparitions dans la faune terrestre ou les mouvements des plaques tectoniques. Avec cette prédiction, les humains pouvaient facilement prédire quand un volcan risquait d'entrer en éruption, ou encore anticiper de gros tremblements de terre. Les humains avaient pensé à créer ce système pour stabiliser la croûte terrestre, mais ils décidèrent de laisser la nature suivre son cours, par respect pour elle. Les humains de l'univers Theta avaient compris qu'ils n'étaient pas les maîtres de tout, et qu'ils devaient reconnaître leurs limites face à la nature. Mais il existait un dernier groupe, très important, qui avait pour seul objectif d'empêcher des dissidents de répandre le chaos sur Terre. Le secteur I. Chapitre 4. Secteur I. Le secteur I était composé de 6 personnes. Ils s'appelaient les directeurs. C'étaient des humains différents. Ils étaient parvenus à se déconnecter du lien mondial qui reliait tous les humains et opéraient dans leur coin. Ils avaient estimé qu'il était essentiel qu'un petit groupe puisse opérer dans l'ombre afin d'éviter tout dérapage. La raison pour laquelle le secteur I avait été créé était simple. D'autres groupes étaient parvenus à faire la même chose, mais pour commettre des actes répréhensibles. Malheureusement, il est impossible pour tous les humains d'opérer sous la même bannière. Lorsque l'intelligence d'une personne dépasse les limites prévues, il y a plusieurs options possibles. Tout dépend de la nature de base de l'humain en question. Un humain avec des sentiments positifs verra ses sentiments amplifiés et fera le bien autour de lui. Au contraire, un humain avec des sentiments négatifs sera plus enclin à vouloir détruire le monde qui l'entoure. En 2003, 17 personnes montèrent le groupe Intelligence Suprême, cherchant à régner sur le monde avec une main de fer.
Ils estimaient qu'une conscience unique pour les humains était une erreur, et sur le long terme, l'humanité ralentirait, et toute progression serait entravée. C'est alors qu'ils décidèrent de tempérer avec le réseau informatique global. L'objectif était d'implanter un virus pouvant parasiter les cerveaux humains afin de les lier à leur cause. Leur plan semblait infaillible. Le code source est prêt, il suffit juste de l'implanter dans le système et d'attendre la prochaine mise à jour du firmware. Est-ce que tu as pensé au firewall ? Aucun souci à ce niveau-là. L'algorithme mimique parfaitement les calculs internes du réseau. Le code s'intégrera sans problème. Et qu'en est-il du secteur I ? Aucun déplacement de leur part. Je pense qu'ils ne se doutent de rien. Ne sois pas stupide, Garmon. Ils ont probablement déjà anticipé notre action. N'oublie pas que notre intelligence supérieure nous contraint d'être prévoyants. Et alors, même s'ils agissent maintenant, il serait trop tard. Une fois le code source activé, c'est fini. Nous avons gagné. Il faut anticiper le pire des scénarios pour assurer une victoire totale et parfaite. Cette paranoïa est insupportable. C'est le prix à payer pour notre intelligence. Alors que Garmon activait le code source, une alerte retentit dans le bâtiment. Quelle est la signification de ceci ? L'alerte maximale a été déclenchée. Ceci signifie qu'une intrusion a eu lieu. À quel niveau ? Au niveau digital. Pardon ? Le système a été compromis ? Laisse-moi vérifier. En quelques instants, Garmon détecta le problème. Bon sang ! Un virus s'est emparé de notre système et a détruit le code source. Et comment est-ce possible ? Nous nous sommes fait avoir. Soudainement, les portes de la salle s'ouvrirent violemment. 6 personnes pénétrèrent dans la pièce, armes au poing, visant le groupe. Veuillez tous vous mettre à genoux, les mains sur la tête. Sans résistance. Les membres de l'intelligence suprême s'exécutèrent sans résistance. Un des 5 membres de l'attaque s'avança. « Sais-tu qui je suis, Garmon ?»« Ethan Simons. »« Et connais-tu mes collègues ?»« Noah Bernstein, Mia Winston, Dylan McCoy, Joyce Beck et Rosie Ingram. Et nous sommes les directeurs. » Si tu connais toutes ces informations, alors cela veut dire que tu comprends pourquoi nous sommes là. Je comprends, mais c'est illogique. Il n'y a rien d'illogique. Les calculs ont été faits, les probabilités ont été prises en compte. Nous savions que le seul moyen pour quiconque de duper le système était d'intégrer une version modifiée du code source. Nous avons donc réussi à anticiper cette action en préparant un contre-code. Mais ce qui me bafoue le plus, c'est que tu n'as pas su anticiper cela, et ceci démontre un fait irrévocable. Ethan releva Garmon par le bras et le regarda avec insistance. L'intelligence de certains humains commence à dépérir. Alors il est de notre devoir de remédier à cela. Si ce n'était pas le cas, tu n'aurais pas fait cette erreur puérile. N'es-tu pas d'accord ? Je suis d'accord. Mais cela veut dire que tu devras progressivement faire face à de nombreux problèmes de ce type dans un futur proche. Nous avons déjà pris en compte ce paramètre. Cette probabilité est déjà dans nos systèmes et nos calculs. Nous serons prêts. En attendant, vous allez tous vous rendre de ce pas dans une prison spécialisée, où vous servirez votre sentence. Les membres de l'intelligence suprême furent escortés hors du bâtiment jusqu'à un fourgon spécial. Les autorités se chargèrent du transfert, pendant qu'une équipe de nettoyage se chargea de récupérer toutes les données informatiques et le matériel que possédait le groupe terroriste. Une fois le bâtiment vidé, les directeurs se rejoignirent à l'extérieur. « Quelles sont nos options ?» demanda Mia. « Nous n'avons qu'une seule option. Nous devons renforcer le lien digital afin d'empêcher qui que ce soit d'autre de perdre en puissance mentale. Nous devons rester tous au maximum de nos capacités cognitives. Sinon, nous allons redevenir des êtres stupides et l'humanité finira par dépérir. Il est impératif de résoudre cette crise immédiatement. Dylan, tu sais très bien que nous avons déjà anticipé ce problème. Nous pourrons renforcer le code source en quelques semaines. Et qu'en est-il des 14 autres anomalies anticipées ? Il n'y en a qu'une qui mérite notre attention immédiate. Les autres ne sont pas si importantes. Nous pouvons nous permettre d'attendre. Nous en parlerons au QG. Partons. Les directeurs montèrent dans leur limousine et traversèrent la ville à toute vitesse, ne laissant que la lumière du soleil couchant
éclairait les restes du bâtiment qu'il venait de dépecer. Le QG des directeurs était une base souterraine, placée directement sous la ville de New York. C'était également un hangar gigantesque qui regroupait l'ensemble des serveurs qui connectaient le monde entier. Les directeurs se rendirent dans la salle de conférence et s'installèrent autour de la table centrale. Allons droit au but. Nous avons 2 ans pour convenir d'une solution pour un problème majeur que nous ne pourrons probablement pas éviter. Tu parles du briseur temporel ? Il y a actuellement 86% de chances qu'un humain d'un autre univers arrive chez nous dans 2 ans, le 17 septembre 2005. Zach Patton de l'univers Alpha. Existe-t-il dans notre univers ? Il n'est pas encore né, sa date de naissance est le 1er février 2005. Mais ses parents sont morts pendant le bug, il ne naîtra pas ici. Pourquoi et comment arrivera-t-il ici ? Il y a 78% de chances pour qu'il voyage dans le temps avec un artefact très ancien de son univers, un gantelet temporel. Il y a 45% de chances pour que le motif de son voyage soit de résoudre un problème qui lui impose ce déplacement. Cet artefact est-il également dans le nôtre ? Non. Comment est-ce possible ? Nous avons déterminé que chaque personne peut potentiellement exister dans chaque univers en fonction de ce qui se passe dans ce dernier, ainsi que les artefacts y existants. Ce n'est pas la priorité, nous devons réfléchir à un moyen de contenir ce problème. Lieu d'apparition ? 91% de chances qu'il apparaisse au Parlement. Lieu incongru ? Il ne faut pas questionner les calculs. Nous pourrons peut-être le persuader de laisser tomber son idée et de rentrer chez lui. 5% de chances que cette idée fonctionne. C'est pourtant ce qu'il faudrait faire, nous ne pouvons pas tout résoudre par la violence. Et si c'est lui qui est violent ? Nous nous adapterons. Quelles sont les solutions annexes ? Le tuer, créer un blocus dimensionnel ? Nous ne sommes pas des assassins. Pas assez de temps pour le blocus dimensionnel. Les calculs quantiques sont trop complexes et trop longs à traiter. Les 6 directeurs parlaient à tour de rôle, de manière très rapide et très sèche, comme si c'étaient des robots. Bien évidemment, ils étaient parfaitement humains, mais leur intelligence supérieure avait également augmenté leur capacité de réflexion et de diction. Ils prenaient la chose très au sérieux, et allaient s'employer à se préparer pour l'inévitable. Il y a 51% de chances que nous ne survivions pas à cette rencontre. Dans ce cas, nous devons nous employer à trouver un successeur. Mais nous sommes 5. Avec la décadence de l'intelligence de certains d'entre nous, nous ne pouvons pas prendre le risque de créer un nouveau groupe. Nous devons tout léguer à un seul individu, après avoir certifié son esprit et terminé le renforcement du code source. Une fois le lien neuronal consolidé, nous aurons juste besoin de préparer un mode de réception pour notre successeur. Le classique, l'intemporel, le mail. Nul. Je valide. Trouvons donc notre successeur. Trouver le successeur fut rapide. Se préparer pour l'arrivée de Zach Patton, c'était une autre affaire, bien plus complexe. Trop d'options étaient possibles, et les 2 années passèrent en un claquement de doigts. Chapitre 5 Désastre temporel. Les directeurs avaient trouvé leur successeur, et ce dernier allait recevoir un mail pour le préparer à sa future destinée. Si, et seulement si, les directeurs venaient à périr face à Zach Patton. Les calculs étaient formels, et cette éventualité se réparait. Le 17 septembre 2005, les directeurs se levèrent très tôt et se rendirent au Parlement. Par précaution, ils firent évacuer toute la ville et se rendirent seuls dans le bâtiment. Ils attendirent plusieurs heures avant que quelque chose ne se produise. « Je ressens quelque chose. Production d'énergie photonique en cours. Il arrive. » Un flash de lumière aveugla la pièce et un portail s'ouvrit. De ce portail tomba un homme. C'était Zach Patton. « Ah, chier, je suis où là ?»« Bienvenue dans l'univers Theta, jeune ami. Tu es au centre du Parlement, sur la planète Terre. Nous sommes le 17 septembre 2005. Nous sommes les directeurs. » L'an 2005 ? J'ai encore franchi la barrière physique. Ce n'est pas bon. Cette information paraissait nouvelle, mais les directeurs savaient que Zach Patton avait modifié sa consistance cellulaire pour devenir un cyborg. Il l'avait prédit et estimé à 67%, et il venait d'en avoir la confirmation. Effectivement, ce n'est pas bon pour ton état physique.
Tu dois le savoir à présent. Si tu continues à franchir ces barrières temporelles, ton corps finira par s'effondrer définitivement. Mais vous êtes qui? Et comment vous savez tout ça? Une réponse simple pour un esprit simple. Dans notre univers, le bug de l'an 2000 a eu pour effet de déverser un flot infini d'informations sur les humains, nous rendant presque tous ultra intelligents. Ah, ceci explique tout. Vous savez donc que tu es un être irresponsable qui voyage à travers le temps pour des raisons égoïstes? Oui, nous sommes au courant. Les remarques des directeurs étaient sèches. Mais pendant les 2 ans qui avaient précédé l'arrivée de Zack Patton, ils étaient parvenus à déterminer de nombreuses informations sur ce dernier. Ils avaient découvert qu'il avait récupéré un artefact volé, qu'il voulait revenir dans son propre passé pour sauver son meilleur ami, mais qu'il était pourchassé par les Dragons du Vent, un clan ancien qui protège le temps. Toutes leurs prédictions se sont avérées correctes, et les calculs ne s'étaient pas trompés, une fois de plus. Mais quand autant de prédictions tombent justes, cela veut dire que les prédictions néfastes risquent de l'être également. Mais Inutile de tergiverser davantage. Tu ne possèdes actuellement aucun argument convaincant pour nous persuader que tu as raison. Et si je peux seulement... Insister est un vilain défaut. Je vais le rajouter à ta liste. Pourrais-tu s'il te plaît éviter de te ridiculiser davantage? Laissez-moi parler, bordel! Les directeurs n'étaient pas choqués par ce haussement de ton. Ils avaient prédit un comportement agressif de la part de Zack Patton. Ceci était compréhensif, car il venait d'un univers bien différent du leur. Se faire interrompre de la sorte était clairement agaçant pour lui. Tu prouves à nouveau que tu es un être primitif. Serais-tu donc incapable de t'exprimer sans vociférer et être injurieux tel un animal? Cette condescendance va devenir rapidement insupportable. Être intelligent n'apporte pas que du bon, on dirait. Vous devez prendre plaisir à prendre les autres de haut. Ton argument est incompréhensible. Dans notre univers, nous sommes tous égaux, au même niveau intellectuel. Nous n'avons nul besoin de ce genre de ressenti. Mais ton interprétation de la situation nous amène à quelque chose de nouveau. Nous n'avons jamais eu affaire à quelqu'un de moins intelligent que nous. Mais je vous en prie, insultez-moi, je dirai rien. L'intelligence supérieure des humains de l'univers Theta leur avait également permis de s'ajuster aux situations qui leur étaient imposées, tout en gardant leur calme. Ils étaient parfaitement rationnels et continuaient leurs calculs tout en discutant avec leur invité. Les probabilités se bousculaient dans leur tête, cherchant à trouver l'issue la plus probable à cet événement. Quoi qu'il en soit, nous devons revenir à la situation actuelle. Ta présence ici présente une anomalie à échelle universelle. Quel est le niveau de dégradation quantique? 2% de la surface quantique a été dégradée. Depuis le début des anomalies, nous avons perdu 38% de l'intégrité nanophotonique. À ce rythme, le lien temporel qui unifie les univers implosera dans 40 mégaclics, ou alors après 10 transpositions temporelles. J'avoue que j'ai rien compris à votre charabia là. Nous allons simplifier la chose. Téléporte-toi encore 10 fois dans le temps et le multivers disparaîtra. Cette information frappa de plein fouet l'esprit fragile de Zack Patton. Mais donner cette information était essentiel pour déterminer l'issue du conflit. Soit Zack Patton laissait tomber son plan et rentrait chez lui, soit il ignorait cet avertissement et continuait son entreprise. C'était quitte ou double. Mais les directeurs restaient confiants. Un long silence s'imposa, et finalement, Zack reprit la parole. « Vous plaisantez ? Nous ne plaisantons jamais. Quelle vie ? Nous prenons d'ailleurs la chose très au sérieux. La survie de notre espèce à travers le multivers est un facteur crucial. Nous devons mettre en œuvre une solution pour arrêter ce désastre. Le tuer, l'enfermer, détruire le gantelet ? Ce sont les seules solutions qui vous viennent en tête ? Vous ne me proposez rien de nouveau. Dans les autres univers, des gens moins intelligents que vous ont réagi de la même manière. Vous me dégoûtez. Tes soucis d'éthique ne nous concernent pas. C'est toi qui mets le multivers en danger. Ou alors vous pouvez simplement me laisser retourner dans mon univers, je remplis ma mission et je rends le gantelet, comme ça il n'y aura plus de problème. Zack avait choisi l'option la moins favorable. Il était déterminé à continuer à poursuivre son objectif. Désormais, il ne restait qu'une seule chose à faire, utiliser des arguments puissants et blessants pour l'en dissuader.
C'était la dernière solution pour éviter le désastre. Et jusqu'à présent, comment s'est passée ta mission ? A-t-elle été couronnée de succès ? Je parie que comme par hasard, il y a toujours eu un événement incontrôlable et inattendu qui t'a barré la route. Quelle excuse pourras-tu convoquer cette fois-ci ? Ne pas avoir été capable d'argumenter correctement ? Je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas nous convaincre, cesse de te ridiculiser. Je ne veux pas faire de tort à qui que ce soit. Combien de temps vas-tu te répéter ce mensonge ? Tu te moques éperdument des conséquences de tes actes. C'est ce qui fait de toi un égoïste de la pire espèce. Les directeurs savaient qu'il était dangereux d'énerver Zack Patton, mais ils devaient prendre ce risque, car il existait une infime chance qu'ils parviennent à le dissuader de continuer. Mais il y avait une réponse qu'ils n'avaient pas pu prévoir, car la probabilité de l'entendre était de 2%. Je ne détruirai pas le multivers. Je n'ai jamais eu la prétention de pouvoir tout résoudre en un claquement de doigts. Je ne suis pas tout-puissant. Je dois me battre contre mes propres faiblesses, mes propres défauts. Et c'est un combat tout autant difficile que de revenir dans mon univers pour sauver mon meilleur ami. Il n'a pas eu la chance de vivre sa vie, alors qu'il le méritait tout autant qu'un autre. Comment pouvez-vous permettre de me traiter d'égoïste ? Je ne le fais pas pour moi, mais pour lui. Cette tirade résonna dans les oreilles des directeurs, comme un bourdonnement d'abeilles. Ils ne s'attendaient pas à cette réponse qui était totalement en dehors des prédictions, en dehors des calculs. Telle une machine qui ne comprend pas un algorithme, les cerveaux des directeurs venaient de se surcharger en questions. Ils ne savaient plus comment répondre, ni comment réagir. Mais après quelques instants de réflexion, ils venaient de comprendre que le pire scénario possible allait arriver. Information insuffisante. Conflit de données. Objectif incompatible avec les calculs. Surcharge mentale. Montée d'adrénaline. Séparation psychique. Vous allez bien ? La situation est critique. Nous venons d'analyser toutes les issues possibles de cette conversation. Toutes sont corrompues. Nous ne pouvons pas empêcher ce qui va se produire. Car nous sommes anatomiquement obligés de te dire la vérité. Notre intelligence nous l'impose. C'est notre plus grand défaut et notre plus grande force. Où voulez-vous en venir ? Les directeurs prirent un instant avant de répondre. Ils savaient que leur réponse allait les mener à leur fin. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils devaient respecter les calculs et les prédictions. Ils avaient prévu la suite, donc c'était acceptable pour eux. Peu importe tes arguments, peu importe ta détermination, tu restes un malfrat. Un être primaire qui réagit par impulsion et non par logique. Tu n'es pas digne de porter ce gantelet, ni de sauver qui que ce soit. Et ce qui va suivre prouvera à nouveau que tu n'es qu'un problème de plus à éliminer. Tu n'es qu'un moins que rien, un détritus de ton univers d'origine, qui n'a pas sa place dans le flot du temps. Tu es faible. Les mots des directeurs résonnèrent dans la tête de Zack Patton. Ce dernier s'énervait progressivement pendant le discours. Ses poings s'étaient fermés tout seuls, et il sentait sa rage le consumer. Cette rage était devenue quasiment palpable par les directeurs. Ils avaient compris ce qui allait se passer, et ils s'y étaient préparés. Ils regardèrent Zack se tenir la tête et trembler de rage, puis tomber à genoux. Le moment de vérité allait arriver. « Je ne suis pas faible !» Zack relâcha toute sa rage dans un puissant cri, ce qui résulta en une explosion d'énergie qui fit vibrer toute la salle. Le gantelet temporel émit des éclairs d'énergie et une fission quantique eut lieu autour de Zack. Les directeurs restèrent impassibles. Après quelques instants, le calme revint dans la salle. Zack, toujours à genoux, avait la tête vers le sol. Il respirait fort. Les directeurs venaient de voir la naissance d'un être maléfique qui allait mettre le multivers entier à l'épreuve. « Salut, bro, ça guette ? Qui es-tu ? Première question stupide, putain. Je suis toi, crétin. Enfin, je suis toi. En mieux. Mais comment est-ce possible ? Tu veux que je t'en mette une ? Réfléchis, nom d'un cul. » Les directeurs se devaient d'expliquer la situation à Zack. C'était un dernier recours pour limiter les dégâts.
C'est le gantelet, il a réagi à ta colère. Sa puissance s'est décuplée et a donné forme à ta rage. Il a causé une séparation psychique. Tu as devant toi la représentation physique et mentale de tout ce qui a été de travers dans ta vie. Tes échecs, tes regrets, ta faiblesse, tout le négatif. Tu peux l'appeler Négazak. Cette révélation amena le drame. Négazak prit l'initiative de tout détruire. Zak fut incapable de l'arrêter, et son double maléfique utilisa son énergie pour tout détruire sur un rayon de plusieurs kilomètres. Toute la zone fut vaporisée. Les directeurs furent transformés en poussière, et il ne restait que Négazak et Zak parmi les débris du Parlement. Ces derniers se disputèrent pendant quelques instants, puis Zak se fit mettre KO par son double, avant que ces derniers ne partent dans un autre univers à travers un portail. Quelques instants plus tard, Hunter, un des chasseurs de primes de la confrérie, apparut au milieu des gravats, s'approchant avec prudence de Zak Patton. « Bon, on dirait bien que je vais pouvoir le terminer, mon contrat. Les infos de Ténéris étaient correctes. Il va falloir travailler rapidement pour arrêter Négazak. Je dois rejoindre Ace et Zalza pour notre mission aussi. Allez, Zak, allons-y. Purée, il est lourd. Heureusement, avec ce petit bouton, on se téléporte directement à l'univers Oméga. » Hunter appuya sur un bouton de sa montre, et les deux se téléportèrent dans une autre dimension. Quelques heures plus tard, un grand groupe de personnes déboulèrent au niveau de l'épicentre de l'explosion. Ils avaient déjà compris ce qui venait de se passer, et il n'y avait rien qu'ils puissent faire, à part attendre l'arrivée du successeur des directeurs. Chapitre 6. Le message. La destruction causée par Négazak était conséquente. Une grande partie de la ville de New York avait été réduite en cendres, mais le nombre de victimes était minimal car l'ensemble des habitants avaient été évacués. Ceux qui arrivèrent sur le lieu du désastre ne purent rien récupérer, juste analyser la situation et passer à autre chose. L'information fut relayée en quelques instants au reste du monde par voie informatique, et de nouveaux groupes se formèrent un peu partout dans le monde, cherchant à remplacer les directeurs. Mais après quelques jours, un serveur caché s'activa dans le laboratoire souterrain du Parlement, suffisamment fortifié pour avoir été préservé. 2 messages étaient préenregistrés. Lorsque le premier fut prêt à être diffusé, une gigantesque antenne se déploya du souterrain, traversant le sol et les débris du Parlement pour s'envoler dans l'espace. Cette antenne se déploya dans la basse atmosphère et se décupla pour envoyer des copies aux 4 coins du globe. Une fois en place, les antennes déployèrent des écrans holographiques et les visages des directeurs devinrent visibles partout sur Terre. Le premier message se lança, sans pouvoir être interrompu. « Chers compatriotes terriens, nous sommes les directeurs. Si vous voyez ce message, c'est que nous ne sommes plus de ce monde. Nous n'avons pas réussi à empêcher un événement néfaste de changer le cours de notre histoire. Un élément extérieur à notre dimension a perturbé le flot du temps, et notre unique solution a été de nous sacrifier pour le bien de tous. Mais le problème est résolu. La menace est écartée, pour l'instant. Mais notre futur reste en péril. Nos prédictions et nos calculs sont formels. Plusieurs événements perturbateurs auront lieu dans les décennies à venir. Le premier élément est déjà en cours. Notre intelligence collective est en décadence, et certains d'entre nous ont commencé à montrer des signes de défaillance cognitive. Il est impératif pour vous de trouver une solution pour remédier à ce problème. Sinon, sur le long terme, l'humanité reviendra au stade précédent le bog, et notre évolution sera interrompue, voire arrêtée définitivement, signant notre perte à tous. Il viendra un jour où les répercussions de nos actions face aux désastres que nous avons subis se feront sentir. Il y a 89% de risque que l'univers tout entier soit mis en danger, auquel cas nous ne pourrons rien faire. Vous devez rester positif et croire que la solution annexe sera la bonne.
Vous n'avez pas besoin de créer de nouveaux groupes pour pallier à notre absence. Notre successeur a déjà été choisi, et il sera informé de sa destinée après la fin de ce message. Il fera connaître son existence rapidement, et je peux vous assurer qu'il nous remplacera efficacement et prendra les bonnes décisions pour vous mener vers un futur radieux. Bonne chance, et que la progression soit infinie. Dès que le message s'acheva, les images holographiques disparurent, et les antennes satellites explosèrent dans un feu d'artifice géant, illuminant l'atmosphère terrestre. Les humains, qui avaient tous assisté à ce message, reprirent leurs fonctions et leurs habitudes, attendant la venue du successeur. Dans le souterrain du Parlement, un deuxième serveur s'activa. Des paquets de données furent envoyés à une destination inconnue, et après un long chargement, le serveur prit feu et la pièce contenant les serveurs se fit réduire en cendres en quelques minutes. Un deuxième message venait d'être envoyé, et son destinataire était en train de fermer ses volets après avoir assimilé les informations du message des directeurs diffusés dans le ciel. Il se retourna juste à temps pour voir un message holographique sortir de son ordinateur et prendre place au centre de la pièce. Ethan Simons regarda son interlocuteur, prêt à délivrer son message. « Bonjour, successeur. Je suis Ethan Simons, un des directeurs. Si tu reçois ce message, c'est que tu as été choisi. Mais j'imagine que tu avais déjà prédit cet événement. De tous les humains, tu es celui qui a le plus gagné en intelligence suite au bug. Ton esprit s'est élevé à des hauteurs inégalées, et tes méthodes de réflexion sont parfaites. Tu étais tout naturellement destiné à nous succéder. Nous avions prédit notre trépas, et c'est pour cela que nous ne t'avons jamais recruté avant. Et de toute manière, tu savais très bien que les choses allaient tourner ainsi. Tu l'avais toi-même également prédit. Mais le moment est venu pour toi d'accepter cette tâche et cette responsabilité qu'est la protection de l'humanité et de la Terre. En tant que chef de la division scientifique, tu auras accès au meilleur équipement pour t'assister dans ta tâche. Bien évidemment, tu seras seul à prendre les décisions et à mettre en place tes plans d'action, mais tu pourras compter sur tes semblables pour t'aider lorsque nécessaire. Comme tu le sais, tu dois t'atteler en premier à fortifier le mental et les capacités cognitives de tous les humains. Sinon, tout ceci n'aura servi à rien. Pour le reste, je te fais confiance. Ta destinée t'attend. Archibald. L'hologramme s'effaça, ramenant une petite obscurité dans la pièce. Archibald prit un instant pour assimiler ces nouvelles informations. Il inspira fort, puis relâcha sa respiration avec satisfaction. Je ne faillirai pas à ma destinée. Chapitre 7. Archibald. Archibald est né le 12 août 1970. Ses parents, Argyll et Agnès Campbell, étaient tous deux des scientifiques de haute volée, ayant côtoyé Jan Hort, Enrico Fermi, Alan Turing ou encore John Forbes Nash. Naturellement, Archibald avait hérité de l'intelligence supérieure de ses parents et se tourna vers la science en grandissant. Il travailla avec John Horton Conway sur l'automate cellulaire Le jeu de la vie, l'aidant à mieux comprendre le fonctionnement du génome humain ainsi que les calculs mathématiques pouvant potentiellement permettre de s'y frotter en détail quand la technologie le permettrait. Ces théories et pratiques donnèrent un gros coup de pouce au développement aérospatial, aidant les Japonais à devenir les 4e à envoyer un satellite en orbite. Les Russes furent capables d'envoyer Lunokhod 1 sur la Lune grâce à ces estimations de haute volée. La renommée d'Archibald n'était pas aussi importante que ses collègues, mais quand un certain groupe de scientifiques avait besoin d'aide pour résoudre une énigme, parfaire une théorie ou corriger des erreurs, Archibald était toujours le premier choix. Il était également un des premiers à avoir détecté l'erreur de calcul dans le système informatique d'Internet, mais décida de ne pas influencer dessus, car il était persuadé que la majorité des humains n'irait pas dans son sens.
il avait décidé de laisser les choses se passer ainsi, car pour lui, le destin l'avait déjà décidé. Archibald passa l'ensemble des années 1990 à travailler sur ses propres théories et inventions. Il participa à la création du système interne du télescope Hubble et supervisa son lancement en orbite. Il fut un des premiers à tester la bêta de la toute première version d'Adobe Photoshop, déclarant que sur le long terme, cette application changerait le monde. Il aida également Victor Kolyvagin à parfaire le système de l'air, donnant un gros coup de pouce à la théorie des modules de Galois. Mais à chaque fois qu'Archibald mettait le doigt sur une nouvelle trouvaille, il était toujours mis de côté quant à l'accréditation de cette dernière. Malgré cela, à aucun moment il n'a eu de dégoût pour ses collègues. Il se disait simplement que c'était le destin. Il acceptait les faits et savait au plus profond de lui-même qu'il avait contribué à l'avancement scientifique du monde, et à ses yeux, c'était le plus important. Il n'avait pas besoin d'être mis sur un piédestal. Et lorsque vint l'an 2000, Archibald passait le nouvel an avec ses parents. Il appréciait un repas paisible devant la cheminée, et la télé diffusait la soirée de Times Square. « Tu vois, Archibald, il n'y a rien de mieux qu'un repas en famille. Il est inutile de prendre cette soirée au sérieux. Ce n'est qu'une excuse de plus pour ces dégénérés de faire la fête et de boire jusqu'à ne plus savoir réfléchir. » « Je sais, père, je n'ai jamais prétendu apprécier ce genre de choses. Ton père et moi sommes tellement fiers de toi, Archibald. Tu as aidé tellement de personnes. Tu as fait progresser la science de manière exponentielle. Tu es un véritable cadeau pour l'humanité. Merci, mère. Je ne mérite pas tant d'éloges. Je travaille surtout par passion. La science me fascine. La vie me fascine. Et c'est pourquoi tu ne dois jamais te rabaisser au niveau de ces poltrons. Cultive ta différence et chéris-la de tout ton être. Tu n'es pas obligé de te vanter de ta supériorité intellectuelle, mais tu peux l'utiliser comme bon te semble, car tu es seul maître de tes pensées. Je sais, père. Merci pour ces conseils avisés. Le repas se passa dans le calme. Après avoir rangé la table et fait la vaisselle, Archibald et ses parents se posèrent devant la télé, sirotant un thé préparé avec amour. « Père, penses-tu que l'humanité survivrait si tout le monde était très intelligent ?» La question prit le père par surprise. Il ne s'attendait pas à ce genre de réflexion de la part de son fils, surtout après la discussion précédente. « C'est une question très lourde. C'est difficile d'y répondre. D'un côté, une intelligence supérieure collective aiderait l'humanité à surmonter bien des problèmes. Mais en même temps, donner une telle puissance à des gens avides, superficiels et égoïstes, c'est potentiellement destructeur pour le monde. Je comprends, père. Ne te surmène pas les méninges, Archibald. Nous sommes une race beaucoup trop étendue pour que ceci ait une quelconque importance. Tu dois te focaliser sur tes besoins personnels. Oui, merci, père. Merci pour vos précieux conseils. Le temps passa lentement en cette soirée du 31 décembre 1999. C'était probablement car la fin du siècle ne voulait pas venir, comme si la nature savait qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Et lorsque minuit frappa, Archibald et ses parents levèrent leur coupe de champagne pour célébrer le passage de la nouvelle année. Et c'est en ce même moment que tout devint blanc. L'espace d'un instant, Archibald fut aveuglé. Et quelques instants plus tard, lorsque la lumière se dissipa, la salle avait changé. Les éléments électroniques avaient surchargé, cédant à la surpuissance. De la fumée traversait la pièce lentement. Les vitres avaient cédé. Les parents d'Archibald étaient au sol, décédés sur le coup. Leur cerveau n'avait pas supporté la surcharge. Archibald n'avait pas bougé d'un iota. Il était toujours dans la même position. Il tenait sa coupe levée. Son regard se perdit dans le vide l'espace de quelques secondes. Son cerveau avait déjà assimilé toutes les informations et s'était ajusté à la situation tout aussi rapidement. Tout était clair pour lui. Son esprit venait de s'élever,
et avec cet effet, tous ses ressentis se dissipèrent. Il regarda ses parents, morts, et en un instant, passa de la tristesse à l'acceptation. Ce n'était pas une mauvaise chose, mais cette nouvelle puissance cognitive lui donna la capacité d'avancer plus rapidement dans l'assimilation des événements l'entourant. Il accepta la situation, vida sa coupe d'une traite avant de la poser sur la table, se leva et se rendit au bord de la fenêtre qui avait éclaté en morceaux. L'appartement de ses parents se situait au 7e étage d'un grand bâtiment. Il voyait donc clairement le centre de la ville de New York. Il voyait les centaines de cadavres, toutes les vitres brisées, les voitures explosées, les feux surchargés. Il voyait tout. Il voyait non seulement le monde réel devant lui, mais il voyait également le monde qui allait venir. Son cerveau fit tous les calculs, toutes les prédictions pour les prochaines décennies. Tout son travail dans la science lui permit de prédire avec précision ce qui allait arriver. Il savait que Zack Patten allait venir d'un autre monde et tuer malgré lui les directeurs. Il savait que les directeurs allaient le choisir pour être leur successeur. Il savait également qu'un autre événement allait arriver peu de temps après. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'arrivait pas à en déterminer la nature exacte. Il n'arrivait pas à voir ce qui allait mettre en danger sa planète et son peuple. Il jura de passer le temps qui lui restait avant cet événement pour trouver un moyen de déterminer ce qui allait se passer. En parallèle à ses recherches, Archibald aida à la restauration du monde. Ses calculs étaient inestimables pour tous les groupes de reconstruction. Mais comme à son habitude, il ne se mettait pas en avant. Il ne voulait pas que le monde sache qu'il était celui qui avait gagné le plus de bénéfices du bug. Son intelligence était suprême, et il n'avait aucun rival sur Terre. Et le 22 mars 2006, moins d'1 an après la réception du message des directeurs, Archibald se rendit en haut de l'Empire State Building. Alors qu'il se mettait en place sur le balcon de vue, un portail quantique s'ouvrit face à lui. Il avait réussi à déterminer que ceci allait arriver, mais il ne savait pas ce qui allait sortir de ce portail. Son défi allait commencer. Chapitre 8 Invasion. Archibald était impassible. Il avait attendu cet événement depuis longtemps. Après chaque calcul, chaque prédiction, Archibald l'archive et passe à la suivante. Il n'oublie rien, mais en ce moment précis, il stoppa tous les calculs pour les futurs événements. Il se concentra de tout son être sur ce qui se passait à l'instant T. Un être humanoïde sortit du portail et s'arrêta à quelques mètres d'Archibald. Il avait la même physionomie qu'un être humain, mais avait quelques composants électroniques parsemés sur le corps. Ses vêtements présentaient des particularités familières aux yeux d'Archibald, mais le mélange était déconcertant, un mix entre tailleur classe rétro et éléments steampunk. L'être semblait être masculin, et une légère fumée sortait de ses oreilles, indiquant un mécanisme corporel interne. Ses doigts crépitaient, comme s'ils étaient défaillants. Vlad Krut Garwiran, Balketa Upskork, Zarziop Klagunchar. Le cerveau d'Archibald tenta de déchiffrer la langue que venait de parler l'être inconnu. Il pencha légèrement la tête, indiquant qu'il était confus. En guise de réponse, l'être appuya sur sa tempe, et des bruits de claquements se firent entendre émanant de sa tête. Après quelques instants, il reprit la parole. Ajustement linguistique terminé. Bonjour, humain. Je suis un conquérant alien. Votre planète est-elle prête ? La phrase résonna dans la tête d'Archibald. Il avait prévu ce genre de réplique, mais en même temps, elle paraissait irréelle, tellement elle était puérile. Il avait envie de rire, mais il avait déjà traité ce sentiment et était passé à la suite. Il va falloir me donner beaucoup plus d'informations que ça avant que je ne puisse répondre. Je n'ai pas spécialement envie de te donner le temps de te préparer, humain, mais soit. Je m'appelle Krav-Vaser. Je suis un exotor. Je viens de la planète Helios située dans la galaxie Yakmat.
connu sous le nom de GNZ11 chez vous. Cette galaxie ne sera pas découverte avant une dizaine d'années. Le télescope spatial Hubble ne l'a pas encore repérée. Comment pouvez-vous connaître le nom que nous allons lui attribuer ? La temporalité est une facette complexe de la réalité. Nous sommes capables de prédire certaines choses. Comment avez-vous fait pour arriver ici ? Il y a 6 ans, un déplacement quantique a eu lieu dans l'univers. Nous n'avons pas réussi à en déterminer immédiatement la localisation, mais nous sommes parvenus à faire des prédictions quand nous avons détecté les radiations cosmiques. 6 ans. Le bug. Il a créé une rupture quantique. Incroyable. C'était indétectable à l'instant T. Exactement. Et nous avons pu préparer notre invasion. Vois-tu, humain, Archibald. Vois-tu, Archibald, notre race est une race conquérante. Nous avons prévu de conquérir l'univers tout entier. Nous sommes supérieurs sur le plan physique et mental. Nous sommes en notre droit d'être au sommet de la chaîne alimentaire. Tant de peuples se sont soumis à notre joug. Les Karlakax, les Djiwado, les Hommes-Non. Et vous pensez que c'est justifié ? Vous imposez vos lois et votre façon de penser à tous ceux que vous estimez inférieurs à vous ? N'est-ce pas là la plus grande marque d'arrogance existante ? Nous ne sommes pas arrogants, Archibald. Nous sommes simplement, comme tu l'as précisé, supérieurs. Et il est temps pour vous de vous soumettre. Les deux hommes n'avaient pas bougé de leur emplacement d'origine. Un temps de pause s'imposa dans leur conversation. Soudainement, Archibald ressentit une vibration dans l'air. Il sentit que d'autres portails venaient de s'ouvrir. Ailleurs dans la ville, loin dans le monde, il sentit l'atmosphère de la planète se tordre et se plier. Tu as compris, Archibald. Je le vois dans tes yeux. Il est beaucoup trop tard pour que tu réagisses. Ton espèce ne peut rien faire. Des portails quantiques viennent de s'ouvrir partout dans le monde. Des centaines de milliers de fissures spatiales parsèment ta planète. Et de ces portails, mon armée va débouler. Une force de frappe incomparable. Nous sommes tous liés par un lien mental. Ils n'attaqueront pas tant que je ne leur en donnerai pas l'ordre, car ils vont attendre votre soumission. Notre soumission ? Malgré notre campagne de conquête, nous laissons le choix au peuple. Ils peuvent se soumettre et vivre sous notre règne, ou ils peuvent périr et nous laisser leur planète en guise de trophée. Elle sera vendue à un autre peuple pour un prix très gras, et la Terre est une très belle planète. De véritables dictateurs totalitaristes. C'est de cette manière que nous distinguons les faibles des forts, la sélection naturelle, comme vous l'appelez. Archibald se retourna pour regarder ce qui se passait dans la ville. Il remarqua les dizaines de portails ouverts dans les rues. Il observa l'armée Exotor débouler dans les rues, tenant les passants en joue. Les tanks et autres gros véhicules armés créèrent un blocus impénétrable. Plusieurs vaisseaux volants tournèrent autour des grands bâtiments de la ville, quadrillant la zone pour vérifier si personne ne tentait quoi que ce soit. Mais il remarqua également que tous ses comparses étaient impassibles. Ils étaient eux aussi liés mentalement, et ils arrivaient à prédire ce qui allait arriver. Alors, quelle réponse vas-tu m'offrir, Archibald ? Premièrement, je ne parlerai jamais pour l'ensemble de mon espèce. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur nous. Mais laisse-moi t'éclairer. Nous sommes également tous connectés. Nous avons eu la chance de voir nos capacités cognitives augmenter. Nous sommes au plus haut de notre intelligence, et nous pouvons également prédire les événements qui doivent affecter notre espèce et notre monde. Deuxièmement, tu fais une erreur monumentale en croyant que votre espèce puisse dominer l'univers tout entier. As-tu ne serait-ce qu'une seule fois pensé qu'il pourrait y avoir plus puissant et mieux préparé que vous ? Votre arrogance n'a-t-elle donc aucune limite ? Que vas-tu faire si tu te fais dominer par une espèce que tu considères comme inférieure ? Vas-tu renier toutes tes croyances ? Te soumettras-tu en retour ? Réponds à ces questions, et je pourrai répondre à la tienne.
Kravvazer démontra un signe d'hésitation. Il était déconcerté par l'intelligence et la prestance de son adversaire. Il avait effectivement peut-être sous-estimé les êtres humains de la Terre. Mais il tenta de garder son sang-froid pour ne rien laisser transparaître. Il se devait de rester supérieur. « Ton bluff ne prendra pas, Archibald. Nous sommes plus évolués. Nous avons la technologie supérieure. Nous sommes plus nombreux. Tu ne peux rien faire pour nous vaincre. Tes questions sont stupides, illogiques et irréfléchies. Notre suprématie est totale. » Je vois. Alors laisse-moi te donner ma réponse. Nous ne nous soumettrons pas. Et il est hors de question de vous laisser nous exterminer. Archibald sortit un objet métallique de sa poche. C'était un carré en métal sur lequel était entreposé un seul et gros bouton rouge. Il appuya dessus sans transition. Après quelques instants, le ciel devint rouge, les nuages se dissipèrent et un rayon d'énergie traversa l'atmosphère, faisant le tour du monde en quelques secondes. Kravvazer leva la tête et observa la scène. « Qu'as-tu fait ?» Tu le sauras dans quelques instants. Après ces quelques instants, le rayon d'énergie gonfla de manière exponentielle jusqu'à couvrir le ciel tout entier. Le monde entier était presque aveugle, mais cette lumière se dissipa après quelques secondes, et presque instantanément, Kravvazer commença à se dissoudre. Une douleur puissante s'empara de lui. « Qu'as-tu fait ? Qu'est-ce qui m'arrive ?» J'ai activé un système de défense mondiale. Tout être vivant qui ne présente pas d'ADN d'humain terrestre est immédiatement réduit en poussière, dans d'atroces souffrances. Il ne te reste que quelques secondes à vivre. « Espèce de... Ça ne se terminera pas comme ça !» Kravvazer claqua des doigts de la main qui lui restait encore, et les portails qui s'étaient fermés pendant la discussion se rouvrirent très rapidement. Dans toute la ville, les troupes traversèrent les portails pour échapper à une mort certaine. Mais beaucoup de soldats exotors n'eurent pas la chance de s'enfuir. Kravvazer se retourna tout en traversant le portail. « C'est loin d'être terminé, Archibald. Nous nous reverrons. » Tous les portails se refermèrent. La planète était sauvée des exotors, pour le moment. Le ciel reprit sa teinte bleue, et les nuages se reformèrent doucement. Archibald savait que cette guerre ne faisait que commencer, mais il était confiant. Sa stratégie avait fonctionné, et sa prédiction fut juste. Rien n'allait l'empêcher de sauver le monde qu'il aimait. Chapitre 9. Calcul parfait. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'invasion des exotors. Archibald avait compris que les menaces pouvaient venir de n'importe où. Dimensions parallèles, groupe interne à la planète, monde extraterrestre lointain, mais il était paré pour toute éventualité maintenant. Ses prédictions avaient été justes pour la plupart. Archibald se tenait debout, au milieu du grand jardin en face de la Maison Blanche. Il était prêt à accueillir à nouveau les exotors. Il avait prédit leur retour. Un nouveau portail s'ouvrit quelques mètres en face de lui, et il sentit que d'autres portails s'ouvraient ailleurs comme la dernière fois. Kravvazer en sortit, portant des prothèses pour remplacer les parties de son corps qui avaient été désintégrées lors de son dernier passage. Il semblait aussi plus musclé et puissant, un signe montrant qu'il s'était entraîné pendant son absence. « Archibald, comme nous nous retrouvons. Cela fait des années que je travaille sur ma revanche. Pour toi, il ne s'est passé que quelques mois, mais j'ai eu le temps de préparer mon espèce à éradiquer tous les cloportes qui infestent cette planète. Nous avons amélioré notre composition moléculaire, et ton petit rayon d'énergie désintégrant ne fonctionnera plus sur nous. » « Je sais. » Archibald n'avait plus envie de discuter. Il voulait passer à autre chose. Alors il sortit à nouveau de sa poche le bouton qui avait servi à repousser ses ennemis. Il appuya dessus. Kravvazer recula d'un pas, se rapprochant du portail qui était cette fois resté ouvert. « Tu recommences avec tes tours de passe-passe. Crève !» Il chargea Archibald, mais après avoir fait 2 pas en avant,
Il remarqua que quelque chose sortait du sol. Des particules s'élevèrent lentement dans les airs, jusqu'à submerger la vue de Kraftwasser. Il s'arrêta net, cherchant à dissiper cette mystérieuse substance. Puis soudainement, il se mit à vomir du sang et convulser. « Vous avez en effet réussi à renforcer l'extérieur de votre corps, mais vos organes restent vulnérables. Alors j'ai travaillé sur une spore qui vous rongerait de l'intérieur. Cette spore a été déployée sur le sol de toute la surface de la planète, et maintenant elle va dévorer vos organes internes. Encore une fois, elle cible les ADN non humains. Réfléchis mieux, Kraftwasser. » Dans un cri de rage, Kraftwasser ordonna le repli de ses troupes, qui traversèrent à nouveau les portails. L'invasion avait été une nouvelle fois arrêtée, pour le plus grand plaisir d'Archibald. Mais il ne perdit aucune seconde à savourer sa victoire. Il reprit ses calculs et ses prédictions pour la prochaine attaque, car il en était sûr et certain. Les Exotors allaient revenir. Et 3 mois plus tard, Archibald patienta devant la Statue de la Liberté. Il aurait pu choisir n'importe quel autre endroit sur Terre, mais il voulait être à nouveau face à face avec Kraftwasser. Il en avait fait son rival. Et lorsque le portail s'ouvrit à nouveau, Archibald ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. Son Némésis déboula pour la 3e fois sur le sol terrestre, prêt à en découdre. « Archibald, cette fois c'est la bonne. J'ai passé la dernière décennie à mettre en place le plan parfait pour soumettre ta pitoyable espèce. Nous avons renforcé nos corps, à l'intérieur et à l'extérieur. Nous sommes parvenus à répliquer l'ADN humain pour que tes sales tours de magie ne fonctionnent pas sur nous. » Fascinant. Vous avez réussi à modifier votre ADN pour contrer mes défenses. Mais laisse-moi te corriger. Il n'y a pas de magie, juste de la science, des calculs, des prédictions. J'avais parfaitement prédit ce que tu allais faire, et j'ai pu en conséquence m'adapter et trouver la solution adéquate pour t'empêcher de mener à bien ton invasion. Quoi ? Tel un déjà-vu, Archibald sortit à nouveau le bouton de sa poche et appuya dessus. En l'espace d'un instant, un voile sortit du sol et grimpa très rapidement jusque dans l'atmosphère pour finalement entourer la Terre entière. Kraftwasser leva la tête, puis regarda à nouveau Archibald. « Tu te fous de moi ? Dois-je t'expliquer ce qui vient de se passer ?» Dans un élan de rage, Kraftwasser fonça sur Archibald, mais le traversa complètement et tomba au sol. Il se releva rapidement et se retourna, mais Archibald n'avait pas bougé. « Qu'est-ce que… » Je vais donc t'expliquer. Nous avons tout le temps d'en parler. Tes tentatives d'invasion incessantes deviennent lourdes à supporter. Elles offrent un challenge, certes, mais il est temps de passer à autre chose. Alors j'ai mis au point une solution qui, je pense, sera définitive. Grâce à de la manipulation quantique, j'ai créé une dimension de poche qui permet de phaser tous les êtres humains et la planète elle-même en dehors de ton plan d'existence. Pour être précis, nous sommes donc actuellement dans un monde miroir. Vous pouvez marcher sur notre sol, mais vous ne pouvez pas interagir avec nous, et vous ne pourrez rien détruire non plus. Vous serez bloqué sur un autre plan de ce monde, et le vrai demeurera inatteignable. Un temps de pause s'installa. Kraftwasser avait la vue embrumée. Effectivement, il voyait tout autour de lui de manière transparente, et il sentait que la composition de ce qui l'entourait n'était pas normale. Il reprit son sang-froid, traversa à nouveau Archibald en marchant, et se dirigea vers son portail. « Tu crois peut-être que c'est terminé, mais les Exotors n'abandonnent jamais. Lorsque nous avons une cible, nous ne reculons devant rien. Tu ne paies rien pour attendre, Archibald. Nous nous reverrons. » Il traversa le portail qui se referma derrière lui. Archibald n'eut pas besoin de vérifier. Il savait que le reste des portails s'était fermé également. Mais par précaution, il laissa le monde miroir activé pendant quelques jours. La menace qu'il avait donnée à Kraftwasser n'allait certainement pas fonctionner. Archibald savait qu'il allait revenir, et cette fois, il devait mettre en place une solution véritablement définitive. Et c'est ce qu'il allait faire.
Et comme prévu, Kravvazer fit son apparition quelques semaines plus tard. Mais il y avait une particularité cette fois. Son portail s'ouvrit devant le Capitole. Archibald était assis sur un siège pliable, et des milliers d'autres humains étaient derrière lui, à attendre. Kravvazer sortit du portail, et presque instantanément, il remarqua quelque chose. « Pourquoi est-ce que je suis le seul à être passé ?» Une excellente question, Kravvazer. Comme à l'accoutumée, je vais t'expliquer. La dernière fois, je pensais avoir trouvé la solution définitive pour te tenir à l'écart de notre planète. Mais j'avais déjà prévu l'éventualité que ce n'était pas le cas. Alors j'ai travaillé pour trouver la véritable solution. Et je l'ai trouvée. Lors de votre dernier passage, je me suis permis d'utiliser notre monde miroir pour analyser les propriétés quantiques de vos portails. J'ai réussi à récupérer assez d'informations et de données pour le recréer dans mon labo. Et de là, j'ai fait de la manipulation quantique pour créer une fréquence spatiale qui empêche les portails de s'activer chez nous. Kravvazer s'avança de quelques pas. Il serra les poings. « Tu te crois si supérieur, si puissant, si parfait. Mais tu es loin d'être parfait. Tu restes un mortel, soumis à des lois qui te dépassent. » C'est effectivement le cas. Mais j'ai appris à l'accepter. Cela ne change absolument rien à la situation. Tu n'es pas en droit de t'imposer comme souverain tyrannique d'autres races. Nous avons tous le droit de vivre comme nous l'entendons, mais dans le respect d'autrui. Et comme je te l'avais dit, tu n'as pas su anticiper que quelqu'un serait meilleur que toi. Et maintenant, tu n'as que ton orgueil et ta vanité. Tu n'es qu'un cloporte, un insecte. Tu perds ton sang-froid. C'est inutile. N'oublie pas que je peux activer le monde miroir en un instant. Je te laisse le choix. Retourne chez toi ou sois privé de ta liberté. Je désactive ton portail et t'enferme dans le monde miroir. Kravvazer marqua un temps de pause. Il regarda son némésis avec intensité. Il avait compris qu'il avait perdu, mais il ne voulait pas l'accepter. « Si tu as effectivement bloqué nos portails, pourquoi ai-je pu passer ?» J'ai laissé ton portail s'activer car je voulais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas gagner contre nous. Si j'avais tout coupé, tu serais resté dans ta rage le reste de ta vie. J'ai fait preuve de pitié pour te libérer de cette haine. Nous sommes tous ici présents pour t'aider à te libérer de ce fardeau. Nous ne sommes qu'un, unis dans notre volonté de vivre. Pathétique, le ressenti humain. Je pensais que tu étais très intelligent. Je le suis, mais je reste humain. Mes sentiments sont toujours là. Je vais te concéder cette victoire, Archibald. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Jamais. Je ne m'inquiète pas, je ne te reverrai plus jamais. J'ai déjà fait les calculs, et ils sont parfaits. Et après, c'est moi l'arrogant. Kravvazer se retourna et traversa une dernière fois son portail. Il se referma, et cette fois, la terre était libre des exotores. Chapitre 10. Le destin de chacun. Quelques mois après la dernière apparition de Kravvazer, la vie avait repris son cours et la paix était absolue sur Terre. Le 1er janvier 2007, Archibald activa les satellites holographiques en orbite autour de la planète. Il avait un message important à faire passer à tous les humains. Humains de la Terre, compatriotes, frères et sœurs, je suis Archibald, mais vous me connaissez tous. J'ai fait le nécessaire ces dernières années pour tous nous protéger. Je suis le successeur des directeurs, qui avaient la même mission. Il y a peu, nous avions détecté un risque de décadence de nos capacités cognitives à tous. Mais ce problème est désormais réglé. Il n'y a aucun problème que nous ne pouvons résoudre. Tout du moins, c'est ce que je croyais. Des événements futurs très dangereux et complexes vont arriver, et malgré mes calculs et prédictions, nous faisons face à un grand danger.
je vais devoir vous demander à tous de coopérer pour trouver des solutions. Je vais vous transmettre à tous mes prédictions officielles, afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires le plus vite possible. » Archibald fit une pause. Ce qu'il allait dire ensuite était difficile, car il ne pouvait pas imposer sa façon de voir à une race tout entière. Mais il se devait de le dire. « Ce que vous devez savoir, c'est que notre intelligence ne nous définit pas. Nous avons eu cette chance lorsque le bug a frappé, mais nous ne devons pas oublier ce que nous étions avant. Nous pouvons encore évoluer. Nous ne sommes pas limités par notre condition actuelle. Et même si nous sommes tous connectés, vous devez vous rappeler que chacun d'entre vous est maître de ses actions. Pendant longtemps, j'ai pensé que nous n'étions pas nécessairement maîtres de nos choix. Mes décisions ont grandement influencé les événements de notre monde, mais ce n'était peut-être pas dû à mes choix, à nos choix. Peut-être que c'était le destin, une fatalité à laquelle nous ne pouvions pas échapper. C'était peut-être notre destin de survivre à tous ces dangers et de continuer à aller de l'avant. Et je reste persuadé que des fils mystiques contrôlent d'une certaine manière notre avancée. Mais je pense aussi que nous avons tous le contrôle de notre propre destin individuel, le destin de chacun d'entre nous. Même si en parallèle, il existe aussi un destin collectif pour notre planète auquel nous devons nous soumettre et que nous devons accepter. Et nous ne devons jamais remettre en cause ce destin. Ceci est ma conviction. Et j'espère que vous serez capable de l'accepter. Mais une chose est sûre, je continuerai à protéger la terre jusqu'à mon dernier souffle. Telle est ma propre destinée. Archibald était à ce moment précis au milieu de son labo, devant un projecteur holographique. C'était depuis cet endroit qu'il envoyait son message au satellite, et en terminant son discours, quelque chose se produisit, quelque chose qu'il n'avait pas réussi à prédire, quelque chose qui était en dehors de tous les calculs. Une lumière vive se forgea devant lui, l'aveuglant temporairement. Quand cette lumière se dissipa, il rouvrit les yeux pour voir un cristal de couleur jaune flotter devant lui. Cet événement le laissa pantois, car il n'avait pas réussi à le prédire. L'espace d'un instant, il remit en question toutes ses croyances, mais se rappela rapidement que le destin l'avait peut-être prévu. Il faut croire que le destin m'appelle. Archibald prit le cristal dans sa main et ferma les yeux. Il attendait la suite des événements.